La Luftwaffe traitait les Morans de jouer jusqu'à ce qu'ils abattent leur Stukas Mai 1940. Le ciel de France brûlait. À l'aube, les habitants de Sedan entendent un bruit qu'ils n'oublieront jamais. Un grondement lointain d'abord, comme une orige, puis un rugissement continu. Des centaines d'avions allemands, surgissant de la brume, couvrant la Meuse comme une nuée d'acier. Les Stukas piquant vers les ponts, hurlant leur sirène la trompette de Jéricho. Ces cris, ces hurlements, semblent venir d'un autre monde. Les soldats français levant les yeux, certains se jetant dans les fossés, d'autres restant figés, hypnotisés par ces oiseaux noirs qui tombent du ciel. Dans le vacarme, à quelques kilomètres de là, un petit aérodrome frémit. Les mécanos courant dans la bouée, le vent arrachait les bâches. Un homme, casque sous le bras, marche d'un pas rapide vers un petit avion au camouflage brun et vert. Sur le fuselage, on distingue une insigne, une cigogne en vol. C'est un Morane Saulnier MS, 406. Avant de répondre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Le pilote grimpe dans le cockpit, ajuste sa ceinture, allume le moteur, un grondement rauquait. Le capot vibrait, une bouffée de fumée bleue. Il fermait la verrière, fait un signe de la main. Et la machine s'élance, cahotant sur la piste détrempée avant de s'arracher au sol. Une, deux, trois autres machines suivantes. Elles prennent l'air lourd, en file, sous un ciel saturé de nuages gris. Leur mission, intercepte les bombardiers allemands raviguant les positions françaises au bord de la Meuse. Tes avions français, les Allemands les appelant jouets. Spielzeug. Petites, lentes, dépassées. Leur moteur hispano-suisse a manqué de puissance. Leur hélice bipale semble d'un autre âge. Et, pourtant, c'est tout ce que la France a. Un des pilotes, le capitaine Jean Accard, tire sur le manche. Son morin tremble légèrement. Devant lui, la lumière du matin glissait sur la verrière. Dans ses écouteurs, la voix de la radio grésille. Formation ennemie repérée, cap nord-est, altitude 2000 mètres. Accard répond calmement, bien reçu. On y va, les gars. Ils montent, lentement, trop lentement. Le ciel se déchire de traîner blanche et les Allemands sont déjà là. Des Stukas, en formation parfaite, descendent presque à la verticale. Leurs bombes explotent sur les ponts, les chars, les routes. Chaque impact fait vibrer l'air. Accard serre les dents. On les a, fut à volonté. Les Morans plongeant. Leur vitesse augmente, les vents sifflent contre la carlingue. Les pilotes se calmant, chacun trouve sa cible. Un Stuka, isolé du groupe, remonte après avoir largué ses bombes. Accard ajuste la mire, attend une seconde, puis appuie. Rafale. Une ligne de feu traverse l'air. Les balles de 7, 5 mm frappent la queue du Stuka. L'appareil vacille, tente de virer, trop tard. Une flamme éclate à l'arrière. Le bombardier plonge, traînant une fumée noire. Accard le sud du regard. L'avion allemand percute la forêt. Explosion. Silence. En son casque, une voix criard. Bien joué, capitaine. Mais déjà d'autres arrivent. Desme 109 apparaissant, plongeant sur les Français. Les Morans virent brusquement. Les moteurs hurlant, les balles sifflant. Accard crie. Serrez les rangs. Tenez la ligne. Un jeune pilote, Dubreuil, tentait de suivre. Il tournait trop tôt. Son moteur toussait. Il perd de la vitesse. Un Messerschmitt fonce sur lui. Crache une rafale. Le Moran est touché. Une aile s'arrachait presque. Dubreuil tentait de se stabiliser, taille sur les manches, rien. Je sautais. Crie-t-il, il s'éjectait. Son parachute s'ouvrait à peine. Son avion s'écrase dans un champ. Accard ne put rien faire. Il plonge de nouveau, taille sur un 109 qui passait devant.
rafales croisées. Les balles percent son aile gauche. Une alarme hurle dans le cockpit. Il respire fort, trop fort. Le moteur chauffe. L'aiguille du radiateur grimpe. Mais il restait. Il ne fouait pas. Un 109 le dépasse. Akart tire une courte rafale. Touché. L'avion allemand pas en vrille disparaît dans les nuages. Akart s'essuie le front. La radio crépite encore. Ichijan, j'en ai une. Ils descendent. Reçu. Attention à ta droite. Un autre 109 passé à toute vitesse. Les Morans tentent de se réformer. Ils sont 4 maintenant. Sur les 9 du départ, le ciel est plein de débris, de fumée, de silence brisé. Akart regarde le sol. Des colonnes allemandes avançant déjà sur les ponts. Le bombardement a réussi. Mais quelque chose, la haute, a changé. Les Allemands n'ont plus serré dans la voie. Leur Stuka s'est dispersante. Leur couverture de chasse hésitée, les jouets français ont tenu. Et ils ont mordu. Fondu sonore. Bruit de moteur baissant en intensité. Silence. Quelques heures plus tard, retour sur le terrain de Laon. Les survivants posent leurs avions, cabossés, perforés, trempés de huile. Akart descend de son Moran, le visage couvert de suie. Un mécanicien court vers lui. « Mon capitaine, vous êtes blessé ?»« Non, juste fatigué. » Il regarde son appareil. Le bord d'attaque est criblé d'impacts. L'hélice est éraflée. Mais l'avion tient encore debout. Le colonel arrive. Combien rentrés? 4, mon colonel. Et combien d'Allemands? 2 Stukas, un Messerschmitt confirmé. Un silence, puis un simple, pas mal, pour déjouer. Court rire amer, musique douce, mélancolique. La nuit tombe. Dans la tente du commandement, les pilotes boivent un café froid, la radio diffuse, la voix d'un speaker, fatigué. Les forces allemandes ont franchi la Meuse. Les combats continuent. Akart ferme les yeux. Il repense au Stuka en feu. À cette absurdité, voler dans une machine fragile contre une armée invincible. Et pourtant, il y retourne le lendemain. Le 14 mai, la situation empire. Les colonnes allemandes avancent vite. Les aérodromes français doivent se replier presque chaque nuit. Les mécaniciens démontant les pièces, chargeant les camions sous les bombardements. Les pilotes dormant 2 heures, parfois moins. Mais chaque matin, ils décollent. Les Stukas attaquant sans relâche, les Morans, usés, se lançant à leur poursuite. Chaque vol est un pari. Le moteur peut lâcher à tout instant. Le radiateur fouet, la vitesse manque. Mais leur courage, lui, ne fouet jamais. Un matin, Akart reçoit l'ordre d'intercepter un groupe de bombardiers au-dessus de Rethel. Il grimpe à bord, sans une mot. Le mécanicien lève le pouce. Bonne chasse, capitaine. Le Moran décolle dans un rougissement. Quelques minutes plus tard, il aperçoivent les Heinkel 111. Derrière eux, une escorte de Messerschmitt. Le rapport de force est suicidaire, mais ils attaquent quand même. Les Morans plongeant de face, tirant à bout portant. Les balles percent le nez d'un Heinkel, le cockpit éclate, l'avion prend feu. Un second saute, puis un troisième. Les 109 réagissent, mais trop tard. Les Français sont déjà passés, fendant la formation. Akart vire, revient à la charge. Une rafale d'un 109 traverse son allée. Il sent une brûlure à la jambe. Du sang, mais il continue. Le moteur hurle, les instruments tremblent. Le Heinkel explose devant lui. Les débris frappant son pare-brise. Le cockpit se remplit de fumée. Il tousse, garde le contrôle, puis enfin, silence. Place de tirs, place d'ennemis visibles. Il ramène l'appareil, à moitié détruite. Le train d'atterrissage refuse de sortir. Il pose les Morans et ventre à terre
Dans un nuage de poussière, l'avion glisse, s'arrête à quelques mètres des arbres. Les mécanos accourent. A cart saute, boite légèrement, s'ouite. Il volaille encore, c'est joué. Silence, puis musique lente et solennelle. Ces jours-là, la France perdait la guerre. Mais dans ces ciels, entre Sedan, Rethel et Reims, quelques hommes tenaient en tête à la Luftwaffe. Leur avion n'était ni rapide ni puissant, mais ils volaient avec le cœur de ceux qui, refusant d'abandonner. Et quelque part, du côté allemand, un rapport fut rédigé. On y lisait cette phrase. Les chasseurs français ont montré un courage remarquable. Leur morale, bien que lente, s'est avérée difficile à abattre dans les combats tournoyants. Les jouets, disaient-ils? Non. Des symboles. Des morceaux d'acier et de foie, suspendus entre la défaite et l'honneur. Le soleil s'élevait à peine sur la plaine détrempée de Laon. L'air sentait le huile brûlée et la poudrée. Les mécaniciens travaillaient en silence autour des carcasses mutilées des moranes. Certains appareils n'étaient plus que des squelettes d'acier et les tordus, verrières éclatées. Mais malgré tout, l'activité reprenait. Chaque homme savait que d'ici une heure, le ciel s'emplirait à nouveau de feu. Jean Accard se tenait à l'écart, une tasse de café froid entre les mains. Il fixait l'horizon. La fatigue lui collait à la peau, un mélange de suie et de cendre. Son uniforme était encore taché de sang séché le sien, celui des autres. Il ne savait plus. Dubreuil était mort. Et d'autres aussi. Pourtant, le capitaine n'avait pas le droit de s'arrêter. Les ordres étaient clairs. Tenir, retarder, se battre jusqu'à la dernière goutte d'essence. Un bruit de moteur fit vibrer la terre. Au bas de la piste, un convoi militaire s'arrêtait. Des soldats blessés, des réfugiés, des enfants hagards. Certains levaient la tête pour regarder les avions français, comme on regarde les derniers remparts du monde qui s'effondrent. Accard écrasa sa cigarette, lança un regard vers son mécanicien, Renaudin. Combien d'appareils encore en état de vol? Quatre, mon capitaine. Peut être 5, si on arrive à réparer celui de Lemoine. Alors on volera à 4. Et les renforts? Renaudin haussa les épaules. Il n'y a plus de renforts, capitaine. Le silence s'installa. Au loin, une colonne de fumée montait depuis Reims. Les nouvelles qui arrivaient du front étaient terribles. La Wehrmacht franchissait la Meuse, la ligne Maginot était contournée, les routes vers Paris s'ouvraient. Et dans le ciel, la Luftwaffe régnait sans partage. Mais dans les tentes du GCI divided by 5, on ne parlait pas de capitulation. On graissa les armes, on changeait les chargeurs, on réparait les fuselages avec des morceaux de tôle et des bouts de fortune. Les pilotes plaisantaient à voix basse, pour se donner du courage. Ils savaient en tout que la fin approchait, mais aucun ne voulait être celui qui cesserait de voler le premier. À 7h45, la radio grésilla. Formation ennemie en approche, secteur ouest, 20 appareils estimés. Accard enfila son casque, monta dans son morane. Le moteur toussa puis rugit. Autour de lui, 3 autres avions s'élancèrent. Les roues quittèrent le sol, emportant avec elles un peu de ce qui restait d'espoir. Le ciel était clair ce matin-là. Le vent soufflait du nord, froid et sec. Accard prit la tête de la formation. Gardez la ligne. On reste groupés. On frappait et on s'éloigne. Ils virèrent vers la Meuse. Sous eux, la terre était une plaie ouverte, colonnes de fumée, chars calcinés, routes bondées de civils. Et, soudain, devant eux, une nuée d'avions gris apparut. Des Heinkel 111, escortés par une dizaine de Messerschmitt 109. Accard inspira profondément. Le combat allait être inégal, mais il n'hésita pas. On y va. Les 4 moranes plongèrent. Les moteurs hurlèrent dans l'air froid. Les Allemands, surpris par l'audace de l'attaque, se dispersèrent un instant. Les balles françaises déchirèrent le ciel. Un Heinkel prit feu.
Ses ailes flamboyantes traçant une lignée orange avant de s'écraser dans une champ. Les moines derrière Eckhart crient dans la radio. John Ayun. Mais aussitôt, sa voix se coupa. Un 109 venait de surgir derrière lui. Le Morane explosa dans une gerbe de flammes. Eckhart serra les dents, tenta de remonter sur le chasseur ennemi, tira trop tard. Le 109 seconds échappa dans un nuage. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne et cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Les minutes suivantes furent un enfer. Les combats tournoyaient dans tous les sens. Les Morins luttaient à bout de soufflet, chaque virage leur coûtant de la vitesse, chaque tir risquant de briser le moteur. Mais malgré la supériorité allemande, ils tinrent tête. Un autre Stuka tomba, un Messerschmitt endommagé s'éloigna entraînant de la fumée. Quand le calme revint, il ne restait que 2 Morins dans le ciel. Eckhart est un jeune pilote nommé Simonet. Ils volèrent côte à côte un instant, sans parler. Puis ils rentrèrent, épuisés, à court de munitions. Simonet descendit de son appareil, le visage couvert de sang. Rien de grave, dit-il, en titubant. Eckhart posa une main sur son épaule. Va-t-il faire soigner, gamine? Cette nuit-là, le vent soufflait fort sur Léon. Les tentes claquaient. Eckhart ne dormait pas. Dans la lampe faible, il écrivait une lettre. À sa mère, à Reims. Il lui décide de partir, de fuir vers le sud, de ne pas attendre, et à la fin, il ajouta quelques mots simples. Ne t'inquiète pas pour moi, je vole encore. Les Audrey étaient tombés, repli général vers le sud-ouest. Le JCI divided by 5 devait se déplacer à Châteauroux, puis, si nécessaire, jusqu'à Bordeaux. Les pilotes regardèrent une dernière fois leur terrain, les carcasses fumantes, les hangars éventrés. Puis ils partirent, escortant les camions, les blessés, les mécaniciens. La route de l'Exode. Pendant plusieurs jours, ils se battiront encore. Chaque fois qu'ils trouvèrent du carburant, ils redécollaient. Chaque fois qu'ils perdaient un homme, un autre prenait sa place. Les Morins n'étaient plus que des ombres de mer, moteurs usés, radiateurs percés, peintures écaillées. Mais ils volaient toujours. À Châteauroux, la situation était chaotique. Des avions de toutes les unités s'entassaient sur le terrain. Certains étaient des blocs, d'autres des douetines, d'autres encore des hypothèses de reconnaissance. Les pilotes dormaient à même le sol, mangeant des rations froides, attendiant des ordres qui n'arrivaient en plus. Un soir, alors qu'il marchait près des hangars, Eckhart croisa un vieil ami, le capitaine Leglon du GC-3 divided by 6. Ils s'étaient connus avant la guerre, à Dijon, lors des entraînements. Leglon lui serra la main avec chaleur. Tu tiens toujours, Jean? On fait ce qu'on peut. Et toi? On a reçu des DY-10 520. Enfin des avions qui répondent. Eckhart eut un sourire amer. Nous, on garde nos jouets. Leglon posa une main sur son épaule. Alors fais-les par là, encore une fois. Les jours suivants furent marqués par un dernier sursaut. Le 5 juin, les Allemands lancèrent une nouvelle offensive. Les Morins du GCE divided by 5 décollèrent. À nouveau, cette fois pour défendre les pentes de la Loire, le ciel était saturé de chasseurs ennemis, mais ils montèrent quand même, leurs balles rares frappaient avec la rage du désespoir. Simonet abattit un Stuka ce jour-là, le dernier de son escadrille. Quand il rentra, il posa son avion sur une sous les roues, l'aile droite percée de part en part. Il descendit, serra la main d'Eckhart sans rien dire. Ils savaient tous les deux que c'était fini. Le 10 juin, la nouvelle tomba. Paris était déclaré ville ouverte. Le gouvernement s'est replié. Certains officiers parlaient déjà d'armistice. Eckhart, lui, refusait d'y croire.
Il réunit ses hommes autour d'une carte. Tant qu'on peut voler, on vole. Tant qu'il y a un avion, on se bat. Mais le 15 juin, un bombardement détruisit presque tout le terrain. Des bombes de 250 kilos s'abattirent en plein milieu de la piste. Les hangars explosèrent, les Morane encore au sol furent réduits en cendres. Renaudin, le mécanicien, fut tué sur le coup. Accart fut projeté au sol, sonné. Quand il se releva, il ne restait plus qu'une silence assourdissante. Il era parmi les débris, cherchant une survivante. Simonet était vivant, blessé à la main. Ils s'assirent sur une allée tordue, regardant les feux dévorer ce qu'il resta de leur escadrille. C'est fini, dit Simonet. Accart hocha la tête. Non, pas encore. Ils parirent rapides, rejoignant une colonne de soldats en retraite. La route était pleine de réfugiés, de charrettes, de cris. Les avions allemands survolant la faille, mitraillant sans pitié, Accart et Simonet se jettèrent dans un fossé, attendant que la poussière tombe. Puis ils reprirent la marche. Quelques jours plus tard, ils atteignirent un petit aérodrome près de Limoges. Là, quelques appareils avaient survécu. Deux Morane, un Bloch, un vieux Pothèse. Le commandant du terrain leur proposa de les utiliser pour couvrir la retraite des civils vers le sud. Accart accepta sans hésiter. Le 17 juin, ils décolleront pour ce qui sera leur dernier vol de guerre. Le ciel était lourd, l'air épais. Les routes, en dessous, semblaient des fourmis en mouvement. À chaque tournant, un village brûlait. Les Allemands avanciaient, méthodiques, implacables. Soudain, un groupe de Stukas apparut, piquant sur un convoi de civils. Accart plongea sans attendre. Le Morane trembla, vibra, mais tint bon. Il ouvrit le feu, visa l'un des bombardiers. Les balles frappèrent la carlingue ennemie. Les Stukas prit feu, s'inclina, s'écrasa en bord de route. Les civils, en bas, levèrent les yeux. Certains crièrent, d'autres pleurèrent. Accart remonta, le soufflet court. Il vit Simonet à sa droite, poursuivant un autre Stuka, puis une explosion. Un 109 litres avait pris son chassé. Le Morane de Simonet se désintègre dans les airs. Accart hurla, mais il ne pouvait rien faire. Il tourna violemment, mitraillait le chasseur allemand de face. Une courte rafale, le 109 fut touché, perdit une aile. Accart sentit son propre moteur hoqueter. Le radiateur crachait de la fumée. La guide de température monta. Le moteur s'arrêta net. Il glissa le long du fleuve, cherchant un champ libre. Le vent hurlait dans la verrière. Il coupa les circuits, redressa à la dernière seconde. L'avion toucha le sol, rebondit, se disloqua. Accart fut projeté en avant, perdit connaissance. Quand il se réveilla, la nuit tombait. Son avion brûlait à quelques mètres. Son épaule le lançait atrocement. Il se traîna jusqu'à un fossé, ramassa son carnet. Sur la couverture, les initiales du GC divided by 5, dessinées à la main. Il resta là longtemps, écoutant le silence. 2 jours plus tard, il fut retrouvé par une patrouille française. Ils le conduisirent à Bordeaux, où il apprit la nouvelle. L'armistice avait été signé. La France déposait les armes. Dans un petit hôpital de campagne, il reçut la visite d'un officier venu de Vichy. « Vous êtes officiellement démobilisé, capitaine. La guerre est terminée. » Accart répondait simplement. « Pas pour moi. » Quelques semaines plus tard, il rejoignait le sud de la France, puis la côte. Là, avec quelques camarades, il embarqua secrètement pour l'Afrique du Nord. Les avions avaient disparu, mais pas la volonté de se battre. Ils promettaient de reprendre le ciel un jour, et ce jour vint. En 1943, au-dessus de la Méditerranée, d'autres pilotes français volaient à nouveau, sur des Spitfire, des P-40, des avions modernes, mais dans leur mémoire,
il restait le souvenir des vieux Morane, des machines frêles qui avaient tenu tête aux géantes. Jean Accard, devenu chef d'escadrille dans les forces aériennes françaises livrées, n'oublia jamais ces matins de mai où tout avait commencé. Quand la Luftwaffe riait encore, quand on traitait les Morans de jouets, et quand ces jouets avaient abattu leurs stukas. Quand les combats cessèrent, la France n'était plus qu'un pays brisé, morcelé entre deux couleurs, le gris des uniformes ennemis et le bleu effacé de ceux qui avaient perdu. Les pistes d'aviation n'étaient plus que des cicatrices fumantées sur les plans. Les hangars, éventrés par les bombes, ressemblaient à des carcasses géantes abandonnées dans un cimetière de fer. Jean Accard, blessé à la main et au visage, avait été évacué de justesse avant la débâcle. Dans un hôpital de campagne près de Clermont-Ferrand, il avait observé les avions allemands passer au-dessus de lui, en colonne parfaite. Il ne ressentait ni haine ni peur, seulement une fatigue écrasante, celle des hommes qui ont tout donné sans rien sauveur. Autour de lui, d'autres pilotes partageaient la même torpeur. Certains avaient perdu leurs amis, d'autres leurs illusions. Le mot armistice s'était répandu comme un poison. En quelques jours, l'honneur d'une nation s'était dissous dans la signature d'un document. Les pilotes du GCI Divided by Five, jadis fiers, furent dissous ou intégrés à l'armée de Vichy. Beaucoup choisirent les silences, d'autres, la fuite. Dans le désastre, une idée obsédante germait en lui. Le ciel n'appartient jamais à ceux qui le dominent, mais à ceux qui refusent d'y renoncer. Quelques semaines plus tard, il retrouva un camarade, le lieutenant Marcel Beauvais, un pilote plus jeune, ardent, à la voix éraillée par la fumée et la colère. On ne put pas rester là, Jean. On a vu trop de nos gaz tomber pour que tout ça finisse derrière une ligne de démarcation. Et que veux-tu faire? Voler pour Vichy? Obéir à des ordres allemands? Non. Voler pour la France. La vraie. Celle qui n'a pas signé. Le nom de Gaulle circulait à voix basse. À Londres, disant, un général refusait la défaite. On l'appelait le Grand Maigret. Certains disaient qu'il avait perdu la tête. D'autres voyaient en lui une lumière fragile dans un ciel saturé de cendres. En août 1940, sous prétexte d'un transfert administratif, Accard et Beauvais quittèrent la zone libre. Un camion militaire les mena jusqu'à Perpignan, puis, par une nuit sans lune, ils traversèrent les Pyrénées à pied. Le froid leur mordait les mains, la peur les brûlait, mais chaque pas les rapprochait de quelque chose qu'ils n'avaient pas encore nommée, la liberté. Après des jours d'errance, ils atteignirent Gibraltar, puis embarquèrent sur un vieux cargo britannique. Lorsque les côtes anglaises apparurent enfin, noyées dans la brume, Beauvais murmura. « On dira la fin du monde. » Accard répondit. « Non, le début d'une autre. » À Londres, les pilotes français libres n'étaient pas nombreux. Une poignée d'hommes, fatigués mais déterminés, rassemblés autour d'un drapeau qu'ils avaient presque oublié. Parmi eux, des anciens du Morane, d'autres venus de Bloch ou de Curtis. Tous avaient connu la débâcle. Tous portaient dans leurs yeux la même étincelle, celle de ceux qui refusent l'oubli. On leur attribua des avions britanniques, Hurricane puis Spitfire, des machines puissantes, nerveuses, au ronflement de fauve. La première fois qu'Accard posa la main sur le fuselage d'un Spitfire, il eut une sensation étrange. C'était comme s'il touchait enfin ce que son Morane avait toujours voulu être. Les instructeurs anglais observaient ces Français avec curiosité. Ils parlaient fort, gesticulaient, fumaient en cachette près des hangars. Mais une fois en vol, leur discipline et leur audace forçaient le respect. Beauvais devint l'un des premiers à être affecté au nom. 340 Squadron, Île-de-France, officiellement créé en 1941. Le blason portait une croix de Lorraine et une devise, Freedom for France. Chaque décollage,
Chaque patrouille au-dessous de la Manche était une revanche silencieuse. Les morales, les défaites, les insultes de la Luftwaffe, toutes ces assemblées s'effacèrent dans le hurlement des moteurs Merlin. Mais le passé ne disparaît jamais vraiment. Une nuit, dans le mess du squadron, un jeune pilote britannique demanda « Hey, Accart, c'est vrai que vous voliez sur ces Morane things? I've heard they were toys. » Accart Saurit leva les yeux de son verre et répondait en anglais hésitant. « Yes, toys that killed Stukas. » Le silence tomba un instant, puis un éclat de rire, franc, amical. Mais derrière ce rire, il y avait un respect sincère. Lever 1941 apporta son lot de missions harassantes. Escortes de bombardiers, interceptions des chasseurs ennemis, patrouilles au-dessous des côtes normandes. Chaque combat rappelait à Accart les jours de mai 1940, mais cette fois, il n'était plus du côté de ceux qui reculiaient. Dans le ciel gris du Kent, il croisa souvent des messers Schmidt 109, ces mêmes avions qui avaient jadis semé la panique au-dessous de la Meuse. À chaque duel, il pensait à son vieux Morane, à sa cabine étroite, à son moteur asthmatique, et il se surprenait à sourire. Ces jours-là, dans un ciel zébré de traînées blanches, il abattit une Mai 109 d'une rafale courte et précise. L'avion allemand s'enflamma avant de s'écraser en mer. Le contrôle lui demanda son impression. Il répondait simplement « J'étais un bon pilote, mais il a oublié qu'un jouet peut mordre. » En 1942, la guerre s'étendait. L'Afrique du Nord, le Levant, la Méditerranée. Les Français, libres et se multipliant, volant désormais sur de Waiting Day 520, puis sur Spitfire 9. La France renaissa, fragment par fragment, dans les ciels étrangers. Mais pour Accart et Beauvais, chaque mission était aussi un pèlerinage intérieur. Ils ne voliant pas seulement contre l'ennemi, ils voliant contre la honte du passé. Un soir, alors qu'ils rentraient d'une patrouille difficile, Beauvais confia. Parfois, je ferme les yeux et je revois Sedan, les pontes, les flammes, les civils qui fuyaient. Et c'est Morane qui tremble dans le ventre. J'ai l'impression que tout recommence. Accart répondait doucement. Non. On continue, c'est différent. Les mois passèrent. Les victoires s'accumulèrent, mais la guerre resta un monstre insatiable. Un matin de 1943, lors d'une mission d'escorte au-dessus de la Manche, le Spitfire de Beauvais fut touché. Un 190 surgit du soleil et tira une rafale brève précise. Beauvais tenta de s'éjecter, mais son cockpit resta bloqué. Ses dernières paroles, enregistrées dans la radio, furent calmées, des agents, que ce n'était pas un jouet. Accart, rentré à la base, resta longtemps assis dans son avion, incapable de bouger. Le vent agitait les drapeaux, le soleil déclinait sur les pistes, et il comprit que la guerre ne cessait jamais de réclamer son tribut. Après la mort de Beauvais, quelque chose changea en lui. Il vola moins, par la peur. On lui confia des missions d'instruction, former d'autres pilotes, transmettre ce qu'il avait appris. À chaque élève, il répétait les mêmes mots. Ne méprisez jamais votre machine. Même la place lente, la place fragile, peut sauver une vie si vous savez l'écouter. Beaucoup ignoraient d'où venait cette phrase, mais ceux qui connaissaient son passé comprenaient. En 1944, quand la France fut libérée, Accart rentra enfin au Paz. Les routes étaient encombrées, les villes méconnaissables. Mais à mesure qu'il traversait la campagne, il retrouvait les odeurs, les lumières, les accents. À Reims, il s'arrêta devant un champeau. Autrefois, son escadrille de Morane avait décollé. L'herbe va repousser. Sous quelques morceaux de métal rouillé dépassaient du sol. Il s'agenouilla, toucha le sol du bout des doigts. Tu vois, vieux jouet, on a gagné. Après la guerre,
il devint instructeur dans l'armée de l'ère renaissante. Ses cheveux grisonniers, ses yeux restaient en vifs. Dans les hangars modernes, les jeunes pilotes riaient, impatients de voler sur les nouveaux avions à réaction. Parfois, ils demandaient « Commandant, c'est vrai que vous avez volé sur le Morane ?» Il hochait la tête, souriait. « Oui. Et je vous assure qu'il n'y a pas de honte à voler sur un jouet, tant qu'il sert à défendre quelque chose de vrai. » Les années passèrent. Le temps fit de lui une légende discrète. Les livres d'histoire parleront surtout des Spitfire, des Mustangs, des grands as de la RAF. Le nom du Morane disparut presque des mémoires, comme un mot effacé au tableau. Mais dans les villages du nord de la France, certains anciens se souvenaient. Ils racontaient aux enfants qu'un matin de mai. 1940, de petits avions français étaient montés seuls contre des escadrilles entières, et que ce jour-là, malgré la défaite, la France n'avait pas tout perdu. En 1954, dans une cérémonie à Salon de Provence, Accart fut décoré de la Légion d'honneur. Parmi les invités, un jeune pilote s'approcha et lui tendit la main. « Mon grand-père m'a parlé de vous. Il disait que quand tout semblait perdu, vous étiez monté quand même, que vous aviez abattu des Stukas avec des Moranes. C'est vrai ?» Accart s'assit, regarda le ciel d'été, puis répondit. « Ce n'est pas ce que nous savons abattu qui compte, c'est ce que nous savons refusé d'abandonner. » Cette nuit-là, seul dans sa maison du Sud, il sortit une vieille caisse de bois. À l'intérieur, des photographies jaunées, une écharpe tachée de huile et un petit écusson en tissu, une cigogne brodée. Il prit une photo, celle de son escadrille alignée devant leur Morane. Les visages jeunes, confiants, naïfs, la lumière de 1948 brûlait encore. « Des jouets, hein ?» murmura-t-il. « Puis, être. Mais des jouets faits pour voler plus haut que la peur. » Avec les années, les Morane Saulnier MS 406 disparurent presque entièrement. Quelques exemplaires survécurent dans des musées, d'autres furent oubliés dans des hangars. Mais pour ceux qui avaient combattu à leur bord, ils restaient un symbole, celui d'une époque où le courage devait compenser la mécanique. Le monde moderne aimait les chiffres, les performances, les victoires. Nous savions que parfois, ce sont les perdants qui portent les histoires les plus vraies. En 1964, lors d'un voyage officiel, Accart visita un musée aéronautique à Paris. Dans une salle silencieuse, un Morane restauré était exposé. Peinture d'origine, ailes étroites, verrières fragiles. Il s'approcha, posa la main sur le métal froid. L'odeur de huile et de poussière éveilla des années entières. Dans le reflet de la verrière, il crut revoir le jeune homme qu'il avait été casqué en cuir. Regard fixé, prêt à décoller contre l'impossible. Un guide approcha, fier de réciter son texte. Voici le Morane Saulnier MS. 406, appareil principal de la chasse française en 1939 to 1940. Malheureusement, il fut rapidement dépassé par les Messerschmitt allemands. Accart s'awit. Dépassé? Puis, être. Mais il a fait ce qu'il devait faire. Et c'est plus que ce qu'on attendait de lui. Les années suivantes, il continua de témoigner, surtout dans les écoles de l'air. Les jeunes cadets l'écoutaient par là, non pas de gloire, mais de humilité. Il leur disait, « On ne gagne pas toujours avec les meilleures armes. Parfois, on gagne simplement en refusant de se coucher. » À la fin de sa vie, il vécut près d'un petit aérodrome civil. Certains soirs, il s'asseyait sur un banc et regardait les avions d'entraînement s'élever lentement. Le bruit des moteurs lui semblait familier, comme un souvenir persistant. Un enfant, un jour, vint s'asseoir à côté de lui. « Monsieur, c'est vrai que vous étiez piloté. »« Oui, il y a très longtemps. »« Vous voliez sur quels avions ?»« Sur des jouets. » L'enfant rit, intrigué. « Des jouets? Mais on ne peut pas voler avec ça. » Accart leva les yeux vers le ciel,
ou un petit avion de tourisme décrivé, une boucle parfaite. Si tu crois en lui, t'as pu voler, même un jouet. Il mourut quelques années plus tard, paisiblement, dans son sommeil. Sur sa table de chevet, une photo encadrée, lui, Beauvais et leur Morane, un matin de mai. Sur le cadre, gravés à la main, c'est quelques mots. Jouer, mais libre. Et dans le ciel immense qu'il avait tant aimé. Quelque part au-dessus des nuages. On dit qu'on peut encore entendre le ronflement discret d'un vieux moteur français. Obstiné, refusant d'abdiquer. Aïe, lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France n'était plus la même. Ses villes avaient été bombardées, son armée dissoute et puis reconstruite, et son ciel, jadis théâtre de défaites, redevenait enfin un espace de renaissance. Mais parmi les nombreuses pages que l'histoire s'empressait d'écrire sur la gloire retrouvée, peu se souviennent des premiers chapitres, ceux écrits dans la fumée de mai 1940 par des pilotes qui avaient volé sur des avions jugés inutiles. Le Morane Saulnier MS. 406. Cet appareil rayé, oublié, devint pour les historiens un simple symbole d'un temps dépassé. Dans les livres d'aviation des années 1950, il n'était cité que brièvement, chasseur français de 1939, technologiquement inférieur à ses adversaires allemands, rien sur les hommes qu'il avait en piloté, rien sur les combats acharnés, sur les victoires arrachées contre toute logique. Et pourtant, derrière chaque lignée de ces manuels s'est cachée une vérité, plus complexe. Si la France avait tenu quelques semaines de plus, si certains convois allemands avaient été retardés, c'était aussi grâce à ces prétendus jouets. Au début des années 1950, dans les hangars militaires du Bourget, quelques ingénieurs entreprirent de recenser les appareils survivants de la période 1939 to 1940. Parmi les carcasses rouillées, ils retrouvèrent deux Morane presque intacts, oubliés sous des bâches. L'un portait encore les traces de balais sur le fuselage, l'autre avait conservé son insigne une cigogne blanche sur fond bleu. Un jeune mécanicien passionné d'histoire nota dans son carnet. C'est étrange. On dirait qu'ils attendent encore leurs pilotes. Ces avions furent restaurés partiellement pour études techniques. L'un d'eux fut confié à un musée militaire, l'autre resta des années dans un entrepôt, sans destination, mais peu à peu, l'intérêt renaquit. En 1957, l'armée de l'air organisa une exposition à Villacoublay-sur les débuts de la chasse moderne. Parmi les avions exposés Spitfire, Mustang, de Wetine figurait un Morane. Les visiteurs s'arrêtèrent, étonnés de découvrir qu'un chasseur français avait existé avant le désastre. Les anciens pilotes, invités d'honneur, observèrent l'appareil avec une émotion discrète. Parmi eux, un vieil homme aux yeux clairs, Jean Accard, revenu à la lumière auprès des années d'ombre. Un journaliste lui demanda « Commandant, pensez-vous que le Morane mérite sa place ici, aux côtés de ces légendes ?» Accard répondait calmement « Chaque avion mérite sa place, surtout ceux qui ont volé quand personne n'y croyait. » Cette phrase, reprise par la presse, circula dans le milieu aéronautique comme une manifeste discrète. À cette époque, la France se releva aussi sur le plan industriel. De nouveaux constructeurs prenaient la relève, Dassault, Nord Aviation, Sud-Ouest. L'aviation à réaction naissait, rapide, élégante, futuriste. Mais pour comprendre ces progrès, certains ingénieurs se penchaient sur les racines. Ils étudiaient les modèles d'avant-guerre, dont le Morane Saulnier, les MS 406, bien qu'obsolètes en 1940, avaient ouvert la voie à des innovations importantes. L'emploi d'un radiateur, semi-rétractable, une structure mixte de bois-métal, et une conception aérodynamique qui inspirera plus tard d'autres appareils légers français. Dans les bureaux d'études de la toute nouvelle entreprise Dassault Aviation, quelques plans du Morane circulaient encore comme des reliques d'un temps héroïque. L'ingénieur René Leduc,
pionnier de la propulsion à réaction, déclara un jour: « Ce que les pilotes du Morane ont fait avec si peu, nous devons maintenant le faire avec tout. » Pendant ce temps, dans les cercles d'anciens combattants, les souvenirs refaisaient en surface. Des associations de pilotes se formaient, souvent autour d'un café, dans des salles municipales ou d'anciens messes militaires. À Toulouse, à Dijon, à Chartres, ils se retrouvaient chaque année pour parler de leurs camarades, de leurs avions, de leurs émeutes. Les conversations commençaient toujours de la même façon. Tu te souviens de Sedan? Oui. Et du pont de Donchery? Et de ces maudites stucas? Puis venaient les silences, les regards perdus. En 1960, lors d'un de ces rassemblements, un jeune historien de l'aviation, Jean Guisclon, vint écouter ses vétérans. Il comprit que l'histoire officielle avait oublié quelque chose. La dimension humaine de la défaite aérienne. Inspiré, il entreprit d'écrire un livre, Les Morane de la dernière espérance. Publié en 1963, il devint une référence pour toute une génération de passionnés. Dans ces pages, Guisclon racontait non pas les chiffres ou les statistiques, mais les visages, ceux d'Accard, de Beauvais, de tant d'autres qui avaient volé sans illusions. Il citait les archives allemandes ou les rapports de la Luftwaffe mentionnaient, à leur surprise, des pertes infligées par ces soi-disant jouets français. Ce livre redonna une dignité à l'avion et à ses pilotes. Pour la première fois depuis 20 ans, le Morane Saulnier cessait d'être un symbole de faiblesse pour redevenir un symbole de courage. Dans les années 1970, une nouvelle génération d'historiens et de maquettistes ravive la mémoire des avions oubliés. Les magazines spécialisés, comme le Fanat de l'aviation, consacrèrent des numéros entiers aux chasseurs français de 1940. Les lecteurs découvriront avec fascination les profils colorés, les numéros d'escadrille, les récits des combats perdus d'avance. Les témoignages d'anciens pilotes, rares mais précieux, commencèrent à être enregistrés sur bande. On y entendait leurs voix tremblantes évoquer les décollages dans la boue, les nuages bas, les moteurs capricieux et la fierté d'avoir tenu tête à des adversaires mieux armés. Dans l'un de ces enregistrements, retrouvé des années plus tard, on entend Jean Accard dire « Quand j'ai vu tomber le premier Stuka, j'ai compris que nous n'étions pas des jouets. Nous étions simplement des hommes qui refusaient d'être effacés. » Au fil du temps, le Morane devint aussi un sujet d'étude pour les collectionneurs et les restaurateurs. En Suisse, en Finlande et même en Tchécoslovaquie, plusieurs MS. 406 avions survécu, utilisés comme avions d'entraînement ou capturés pendant la guerre. Certains furent restaurés en état de vol. En 1988, un projet franco-finlandais permet de reconstituer un Morane complet avec son moteur hispano-suisse d'origine. Le jour du premier redémarrage, les curieux affluèrent. Le bruit du moteur secondement doux, presque mélancolique, fit pleurer plusieurs anciens. Parmi eux, un homme âgé en manteau bleu foncé, discrète, resta un long moment immobile devant l'appareil. C'était le colonel Accard, revenu pour assister à ce qu'il appelait le dernier vol du passé. Un journaliste lui demanda ce qu'il ressentait. Il répondait « C'est un son que j'ai entendu dans ma jeunesse. Un son qu'on croyait disparu. Mais voyez-vous, rien ne disparaît jamais vraiment, tant qu'on se souvient. » Les décennies suivantes virent s'épanouir une véritable redécouverte du patrimoine aéronautique français. Les musées régionaux se multiplièrent, les passionnés restaurèrent des avions avec passion et dévotion. Le musée de l'air et de l'espace du Bourget, agrandi en 1993, consacre une salle entière aux chasseurs de 1939 to 1940. Au centre, trônait un Morane Saulnier MS. 406 parfaitement restauré, avec son camouflage brun vert et son numéro d'escadrille peint sur la dérive, 12 du GCI divided by 5. Une plaque indiquait, avion de chasse français,
1939 to 1940, appelé joué par la Luftwaffe, il fut pourtant le premier à abattre une Stuka pendant la campagne de France. Devant cette plaque, les visiteurs s'arrêtaient longuement. Certains lisaient à voix haute, d'autres se taisaient, et dans ce silence, on devinait un respect nouveau. La reconnaissance officielle vint plus tard. En 1990, pour le 50e anniversaire de la campagne de France, le gouvernement français organisa une cérémonie au Mont Valérien en hommage aux aviateurs tombés. Sur la liste des unités honorées figurait, pour la première fois, le groupe de chasse 1 divided by 5 Sigognes, celui d'Acart et de Beauvais. Lors du discours, le ministre de la Défense prononça ces mots. En mai 1940, lorsque tout semblait perdu, ces pilotes ont pris l'air dans des avions que beaucoup disaient inférieurs. Ils ont combattu sans espoir de victoire, mais avec la certitude du devoir. Ces jours-là, dans le ciel de Sedan, la France n'a pas seulement perdu, elle résistait. À la fin de la cérémonie, un Morane restauré effectua un passage bas au-dessus du monument. Son moteur, bien que vieux, résonna dans la vallée comme un battement d'allée. Beaucoup levèrent les yeux, les larmes aux paupières. Dans les années 2000, la mémoire du Morane continua d'inspirer. Des documentaires furent produits, des reconstitutions filmées, des simulateurs de vol intégrèrent l'EMS, 406 à leur modèle. Sur Internet, des passionnés échangeaient en plans, photos et récits. Des descendants de pilotes écrivaient pour partager des lettres retrouvées dans des greniers. L'un d'eux, petit-fils d'un mécanicien du GCI Divided by 5, publia une lettre adressée à sa fiancée en juin 1940. Nous savons que nous perdrons pu être demain. Mais aujourd'hui, nous volons encore. Et tant que nos avions tiendront dans le vent, la France tiendra aussi. Ce document fut partagé des milliers de fois. Pour beaucoup, il résumait l'esprit des « jouets du ciel ». Aujourd'hui, au siècle, il ne restait presque plus de témoins vivants de cette époque. Mais l'histoire, elle, continue de se transmettre. Dans les écoles de l'air, les instructeurs rappelant aux jeunes pilotes qu'avant les rafales et les mirages, il y eut le Morane, symbole d'un courage brut, sans garantie de victoire. Chaque année, lors des journées du patrimoine aérien, un Morane resterait volé encore au-dessus de la Camargue. Lent, un peu hésitant, il trace dans le ciel un sillage court, mais lumineux. À son bord, un pilote de collection, casque d'époque, rend hommage à ceux qui l'ont précédé. Quand il atterrit, il dit souvent aux curieux. Ce n'est pas un avion de guerre. C'est une leçon de humilité. Dans les archives de la Luftwaffe, long-term inaccessibles, certains rapports furent déclassifiés dans les années 2010. On Willet, daté du 16 mai 1940, nos unités de Stuka ont rencontré une résistance inattendue de la chasse française. Petits appareils à hélice lente, mais agressifs et bien manœuvrés. Pertes, 3 Stukas abattus. Nom de l'appareil ennemi, Morin-Saulnier. Cette simple note, écrite à la hâte, confirmait ce que les anciens savaient depuis toujours. Les jouets avaient mordu. Ainsi, l'histoire des Morans n'est pas celle d'un échec, mais d'une transition, entre un monde ancien et un monde nouveau, entre la lenteur et la vitesse, le courage et la technique. Sans eux, sans leurs pilotes, la France n'aurait pu être pas retrouver son ciel. Aujourd'hui, quand un visiteur s'arrête devant une Morane exposée dans un musée, il voit un avion modeste. Mais s'il regarde de plus près, il distingue autre chose, une idée. Celle qu'une machine, aussi faible soit-elle, n'est inutile quand elle sert une cause juste. Car au fond, ces pilotes de 1940 newtons ont jamais volé pour gagner. Ils ont volé pour ne pas disparaître. Et dans ces gestes, dans ces refus de l'effacement, se trouve toute la grandeur des jouets du ciel.
Ensuite, deux autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.